Et notre invité aujourd'hui, on va parler presse écrite et surtout de l'un des plus anciens journaux de France. Hein, c'est bien ça, Marc Feuillet. Bonjour. Vous êtes le directeur du groupe Le Figaro. Quand je dis le plus ancien, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Qui reste aujourd'hui. C'est le plus ancien qui reste aujourd'hui, 1826. Incroyable. Et c'est vous dire que ce journal a dû se transformer. Bah oui. Et le charme du Figaro, c'est qu'on a l'impression qu'il est toujours le même, alors qu'en réalité, il s'est beaucoup transformé pour être presque 200 ans. On va fêter le 200e anniversaire en 2026. Un grand quotidien et un grand média d'information de ce pays. Et un grand quotidien qui se porte bien. Enfin, le groupe, en tous les cas. Je vais donner donc ces quelques chiffres que vous avez communiqués là en début d'année, les chiffres 2022. Vous avez un chiffre d'affaires en hausse de 15%, 570 millions d'euros. C'est ce que réalise comme chiffre d'affaires le groupe Le Figaro. Alors c'est vous dites des résultats excellents et qui reviennent à un niveau d'activité avant 2009. Vous diriez que tout rentre dans l'ordre. Alors la page est... Oui, Covid est passé. Oui. Je dirais la page du Covid est tournée. Bien sûr, il y a des nouveaux défis, et en particulier ceux des coûts industriels et du coût du papier, hein, vous savez, qui affecte beaucoup la presse, notamment suite à la crise en Ukraine. Mais disons, l'épisode Covid est maintenant derrière nous. Toutes nos activités sont revenues à leur niveau de 2019, voire même à un niveau supérieur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a réalisé cette année solide. Quand on dit que le groupe Le Figaro réalise donc une très belle année 2022, derrière vous, il y a beaucoup de choses. Oui, on a beaucoup d'activités. Historiquement, le groupe a toujours développé, autour de sa grande marque Figaro, beaucoup d'activités. Bon, vous connaissez nos magazines. Oui, le Figaro Magazine, le Madame Figaro, qui a fait d'ailleurs une très belle année l'année dernière. Le TV Magazine, ce supplément télévision. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'activités digitales, beaucoup de sites internet, d'activités de marketing à la performance. Nous avons aussi des activités de classified sur l'immobilier, sur l'emploi, sur l'éducation. Et historiquement, vous le savez, nous organisions des voyages, des croisières, des voyages de groupe, et nous avons aussi des agences de voyage qui viennent compléter avec une billetterie spectacle notre univers, toujours sur des thématiques qu'on connaît. Évidemment, toujours utiliser les audiences de l'ensemble de nos sites internet et la marque Figaro, évidemment. Alors vous réalisez, vous le dites, 60% de vos activités sont désormais réalisées dans le digital. Est-ce que c'est ça qui vous permet de passer, en tous les cas, qui vous a permis de passer, je n'allais pas dire la crise du papier ou la crise de la presse aujourd'hui, un modèle économique qui se cherche encore. On pense à la PQR qui a du mal à aller récupérer ses abonnés sur le digital. Oui. Comment vous avez réussi cette transformation ? Alors c'est beaucoup de travail. C'est une stratégie, je crois, déterminée qu'on mène chaque année. On est des médias qui se transforment. Les médias traditionnels se transforment. Leur usage est en érosion. De nouveaux usages apparaissent. Mais la force d'une marque comme Le Figaro, c'est son offre éditoriale, c'est sa rédaction, et notre travail est de porter les contenus, les articles, les reportages, le travail de la rédaction sur tous les canaux de distribution. C'est ça au fond notre stratégie, et c'est ce qui nous a amené à digitaliser notre offre en appli, sur les réseaux sociaux, bien sûr sur Internet, sur toutes les formes, y compris les formes vidéo, le son, comme le font bien les radios. Et puis demain peut-être, et j'en suis sûr, l'audiovisuel. On va y revenir sur les projets 2023 parce que vous avez des annonces qui vont arriver très très prochainement. Mais est-ce que moi je fais partie d'une génération où on avait l'habitude d'acheter nos paquets de journaux papier. Est-ce que vous pensez que c'est une forme qui va encore exister ou qui est en train tout doucement mais sûrement de disparaître ? Alors, je pense que cet usage est en érosion et qu'il est maintenant réservé à des publics plus exigeants, peut-être qui ont plus de moyens, qui ont plus de temps aussi pour lire, pour approfondir. Donc, je dirais que nous, notre travail, c'est pas d'arbitrer à la place de nos lecteurs ou de nos internautes. C'est de leur offrir tous les moyens possibles pour être en contact avec le travail de nos journalistes et de ne pas décider à leur place quel est le canal de lecture qu'ils doivent utiliser. Les journaux papier ont une grande vertu, vous le savez, ils engagent plus, comme on dit maintenant en marketing, ils engagent plus les lecteurs, la lecture est plus longue, elle est plus approfondie. Chaque
canal de distribution des contenus de l'information a sa propre grammaire. Et c'est notre travail que de l'établir et de proposer à nos lecteurs. C'est un lectorat ou des abonnés différents, vous le voyez ça en termes d'abonnés ils sont unis aussi par le même désir de s'informer, aussi ils recherchent à travers le Figaro des points de vue, des angles, peu comme Sud Radio d'ailleurs, à trouver son originalité et ses angles. Je crois que c'est ça qui est important pour les lecteurs. Est-ce que la seule digitalisation et la multiplicité en fait des offres que vous proposez est l'explication de vos bons résultats, ou est-ce que c'est aussi porté par une appétence ces dernières années? On sait que les gens avaient besoin de comprendre ce qui était en train d'arriver avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les répercussions du changement climatique. Est-ce que tous ces sujets-là sont porteurs aujourd'hui? Je rappelle, vous avez une rédaction de 500 journalistes, ce qui est quand même colossal. Oui, alors le Covid, l'année 2020 a été évidemment une année de très grandes difficultés économiques pour les médias, puis pour l'économie en général, mais elle a été pleine d'opportunités. Les audiences digitales ont beaucoup progressé. La lecture et même les diffusions des journaux imprimés se sont particulièrement bien portées en 2020-2021, avec des intérêts nouveaux pour la santé, pour la maison, pour le climat aussi, on le voit, pour les enjeux écologiques, et puis bien sûr une actualité politique assez extraordinaire. Et notamment l'année dernière, ce conflit qui continue toujours évidemment et qui anime un peu l'offre éditoriale. Donc je crois que oui, l'intérêt des lecteurs ne se dément pas, nos audiences sont fortes et de ce point de vue, on peut être confiant. Ce matin, le hasard de la parution des quotidiens, comme on dit aujourd'hui, fait que vous, le Figaro, mais aussi Libération, qui sont à l'opposé de l'échiquier politique l'un et l'autre, font la même une et quasiment la même enquête, en tous les cas le même constat autour de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites où il est de plus en plus isolé à gauche, et Libération parle de la même chose, écrasant Monsieur Mélenchon, qui est aussi très isolé à gauche. Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs a eu des mots très durs concernant le Figaro, et vous lui avez répondu à l'époque. En tous les cas, c'était quelque chose qui n'était pas resté sans réponse quand il disait. Moi, je me réjouis de voir qu'aussi bien Libération et le Figaro abordent ces sujets d'actualité. Je pense que les lecteurs ne confondent pas. Il n'y a pas évidemment de complot ou de connivence. Vous pensez bien. Nos lignes éditoriales sont très différentes. C'est ça aussi l'importance des médias d'information. C'est ce pluralisme, c'est cette capacité à aborder les mêmes sujets, mais sous des angles différents, de manière à ce que tous les Français et tous les lecteurs s'y retrouvent. Et donc Jean-Luc Mélenchon, qui est un habitué de la presse, qui connaît très bien le monde des journalistes, qui est un vieux routier de la politique, c'est bien ça, et c'est son intérêt. Alors autre chose et autre débat concernant aussi l'actualité, mais l'actualité économique aussi. On entend beaucoup parler aujourd'hui, le débat est sur la table sur le partage de la valeur. Toutes les entreprises annoncent des résultats et annoncent leurs résultats. Stellantis ce matin, c'était le cas, et annonce une redistribution. Vous annoncez aussi des résultats, une bonne santé financière. Comment ça se passe au sein du groupe Le Figaro par rapport à ça? Alors, d'abord, il y a plusieurs activités, plusieurs sociétés au sein du groupe Figaro, et nous, on a toujours été partisans que chaque entreprise, chaque entité discute avec sa représentation et des politiques propres. Ça, je crois que c'est aussi indépendant, même si dans le groupe, évidemment, il y a une coordination à ce sujet. D'abord, beaucoup de sociétés ont des accords de participation. D'ailleurs, il y en aura une sur la Société du Figaro, qui est éditrice du quotidien. Ça, c'est très important pour nous. Tous les accords de participation existent au sein des entités. Ensuite, évidemment, quand il y a des bons résultats, et c'est cette logique qu'on entretient dans le dialogue avec les élus, il y a des primes. Donc là, il y a une prime, évidemment, une PPV, comme on dit maintenant, qui est une prime de partage de la valeur. Et puis, bien sûr, et c'est un vrai souci pour nous qui avons de gros besoins de recrutement, notamment dans la tech, le sujet des salaires. Puisque pour nous, c'est la matière humaine. On n'achète plus comme autrefois des machines. On achète des talents, des expertises, et pour ça, il faut convaincre. D'un mot, ChatGPT, ça vous inquiète ?
C'est quelque chose auquel on réfléchit oui, alors, quand on a la tête d'un groupe qui évidemment, se digitalise beaucoup. parce que toute adoption... Alors, ces outils d'automatisation, de production de l'information, on les connaît bien. Sur la vidéo, ils existent depuis très longtemps. Oui. Notamment un logiciel qui s'appelle Weebits, qui permet d'aider à concevoir plus rapidement des séquences de vidéos. Donc, ces outils existent depuis longtemps. Mais surtout, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est la manière dont les plateformes américaines, qui sont souvent en position de monopole ou de position dominante sur le marché, vont les appliquer. Et l'intelligence artificielle, notamment dans les contenus, elle résume, elle utilise des contenus déjà existants. Et donc, pour nous, se pose la question du droit de propriété, à la fois du droit moral, puisque nos textes sont réingurgités, découpés, synthétisés, mais en même temps, évidemment, un droit financier, et ça nous inquiète, évidemment, tout en étant nous-mêmes acteurs et observateurs. Marc Feuillet, directeur du groupe Figaro, on va parler de demain. Vous allez investir massivement cette année, plus de 30 millions d'euros, notamment donc pour enrichir votre offre. Alors en région, on va y revenir. Vous allez créer une chaîne de télévision hertzienne et également une radio sur le DAB, le digital, le numérique de la radio. Tout simplement, question toute simple, pourquoi le Figaro se concentre aujourd'hui sur ce projet de créer une chaîne de télé ? On souhaite être présent sous tous les formats et sous tous les canaux de distribution de l'information. Voilà, c'est notre plan 2026. Au moins, la transformation digitale nous a donné cette perspective d'étendre notre audience, et ça a été une véritable opportunité, je dois dire, pour des médias comme le nôtre, de toucher tous les publics. Mais pour ça, il faut qu'on puisse apprendre à distribuer cette information, à la fabriquer, à la distribuer sous tous les canaux et tous les formats. Il nous manquait le canal audiovisuel. Et comment ça va, mais concrètement, pour nos auditeurs qu'ils comprennent bien, comment ça va se passer ? Il va y avoir une chaîne de plus, il faudra aller on va communiquer, techniquement, bientôt en mars. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déposé, comme les radios le font, des dossiers d'obtention de fréquences localement. Donc, c'est le cas en Île-de-France. Alors, en DAB, vous avez cette technologie qui est encore naissante. Et qui permet à beaucoup de radios, dont Sud Radio, d'émettre au-delà de ces fréquences hertziennes. Au-delà de la fréquence FM, qui est saturée, où il n'y a pas de disponibilité. Et donc, nous faisons le pari que ce canal va petit à petit devenir le canal dominant de diffusion du son et de la radio. Et donc, nous avons des autorisations sur l'Île-de-France, sur Nice, sur Marseille, et nous espérons en avoir dans d'autres grandes villes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons repris, avec l'aide de notre partenaire Secom, qui est une société qui édite des chaînes de télévision thématiques, et qui est aussi active dans la radio FM, nous avons repris une fréquence hertzienne dans l'Île-de-France, qui nous permettra de franchir le cap et de linéariser notre offre, qui est déjà existante, de plateaux, de débats. Oui, ça existe déjà, Live, que nous allons compléter avec une offre de documentaire et de culture sur l'Île-de-France, et nous espérons l'étendre au niveau national. La marque de fabrique, ça sera le ton... La rédaction du Figaro. Tout ce qui sera, ce sont des chaînes Figaro. C'est hors de question pour nous de faire soit une chaîne d'infos nouvelles, soit une autre chaîne généraliste, bien évidemment. Pour nous, c'est un complément de ce que nous faisons déjà. Nous multidiffusons nos émissions, nos débats. C'est ça un peu notre objectif. Et puis, bien sûr, une offre plus culturelle et musicale. Alors, je le disais, donc il y a cette chaîne de télévision hertzienne, cette radio, mais également cette implantation en région. En fait, vous allez à contre-courant de beaucoup de ce qu'ont fait vos confrères de la presse quotidienne nationale, c'est de quitter finalement ou de faire sortir leurs bureaux régionaux. Vous les réinstallez. Oui. On pense que c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, les médias nationaux souffrent de parisianisme, et nous, on veut évidemment faire tout le contraire, s'intéresser au territoire, trouver de nouveaux champs d'actualité, être plus réactif aussi, être au plus près de l'information, moins parisien. De travailler plus en profondeur plutôt que d'envoyer nos journalistes qui après repartent le lendemain et on ne creuse rien, on ne constitue rien. Donc ce que vous croyez à la force du terrain en fait? Beaucoup. Alors comment ça va se passer? Il y a une dizaine de journalistes qui ont été embauchés l'année dernière. Ils sont installés dans 4 villes, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice.
et nous faisons le point de leur activité et le point de cette expérience. Je dirais, on fera le point mi-2023 et puis on continuera à faire notre effort en complétant notre offre. Donc c'est une offre éditoriale, c'est une offre 100% digitale. Même si on ne s'interdit pas après de publier les papiers sur imprimé, mais qu'on aura d'abord produit pour des verticales digitales par ville. Juste une précision, vous faites partie des journaux qui proposent le plus d'articles gratuits en digital, hein. Alors on est à, je dirais, 50-50. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut mener le combat sur deux fronts. Sur l'offre gratuite pour le plus grand nombre et ne pas réserver uniquement notre travail et cette information à des happy few qui paieraient très cher. Et puis en même temps, une offre payante parce que c'est aussi l'avenir des journaux. Voilà, merci beaucoup Marc Feuillet d'avoir été avec nous ce matin dans l'émission Média sur Sud Radio, directeur du groupe Le Figaro. Et donc vous allez annoncer prochainement la création de cette chaîne de télé-radio Le Figaro. On y reviendra très certainement avec Gilles Gansman, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin, et tout à l'heure à 12h10, il recevra un débat d'actualité, Marie de Henzel notamment. Très belle matinée, moi je vous dis à demain.